les engins, le mythique char T-34 qui a contribué à la victoire, et jusqu'à aujourd'hui aux engins récents, les T-90 et bien sûr d'autres types de missiles qui ont été développés. Ça nous a beaucoup impressionnés, ça nous a donné beaucoup de leçons et ça nous a permis de voir comment donc, la Russie a évolué technologiquement sur le plan militaire depuis cette grande guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis son retour de Moscou, le président Ibrahim Traoré ne parle pas beaucoup. Mais ses actions, elles, crient très fort. Personne ne sait exactement ce qu'il a signé là-bas avec Vladimir Poutine, mais quelque chose a clairement changé au Burkina Faso. Dans les casernes, tout semble neuf. Les uniformes, les gestes, même les ordres criés ne sonnent plus tout à fait pareils. Et pour cause, la Russie est entrée en scène. Au lieu de l'aide humanitaire ou des médicaments habituels, ce sont désormais des camions fermés qui traversent la nuit burkinabé. À l'intérieur, des caisses marquées d'inscriptions en alphabet russe. Elles contiennent des casques ultramodernes, des jumelles de vision nocturne, des gilets pare-balles blindés et des radios sécurisées. Fini les vieilles armes venues d'Europe fatiguées. Place à du matériel neuf, robuste, taillé pour la guerre moderne. Mais ce n'est pas juste une question d'équipement. C'est toute une armée qu'on est en train de rebâtir. Et pas n'importe comment, selon la méthode russe. Des dizaines de soldats burkinabés prennent l'avion pour suivre des formations spéciales en Russie. Là-bas, ils apprennent bien plus que le tir ou le camouflage. Ils découvrent les secrets de la guerre hybride, de la cybersécurité et de la tactique urbaine. C'est une école de guerre, pas de maintien de la paix. À Ouagadougou, de nouvelles académies militaires sortent de terre. Et les professeurs ? Ce sont des Russes. Certains viennent en uniforme, d'autres sans signe officiel. Mais tous ont un objectif clair, former une armée forte, rapide et fidèle. Une armée qui ne se contente pas de réagir, mais qui sait prévenir. Une armée prête à défendre non seulement un territoire, mais aussi une vision politique. Fini le modèle occidental, trop lent, trop fragile. Les nouvelles unités fonctionnent par brigade, avec des chefs clairs, des ordres nets, et une stratégie orientée vers la victoire rapide. On ne parle plus seulement de chasse aux terroristes, on parle de sécuriser l'État, d'empêcher les coups d'État et de protéger la souveraineté burkinabé. Mais il y a une autre mutation, plus discrète, en coulisses. Les services secrets changent eux aussi. Grâce aux Russes, le Burkina a accès à des satellites, à des systèmes de surveillance perfectionnés et à des bases de données communes. Les frontières sont mieux surveillées. Les informations circulent vite. Et les ennemis invisibles le sont de moins en moins. Ce n'est pas juste une coopération. C'est une fusion, une transformation profonde. Et le reste du Sahel, silencieux, observe. Avant, les informations secrètes passaient toujours par Paris ou Washington. Des officiers français ou américains disaient quoi faire, quoi surveiller et même comment agir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Burkina Faso a changé de canal. Désormais, c'est avec Moscou que les données circulent. Les serveurs ont changé d'adresse et les codes aussi. Mais ce n'est pas tout. Sur le terrain, là où les décisions se prennent, il y a de nouveaux visages. Des conseillers russes se tiennent désormais aux côtés des chefs militaires burkinabés, surtout dans les zones sensibles à la frontière du Nord et de l'Est. Ces hommes ne sont pas là juste pour observer ou faire de la figuration. Ils participent au choix, ils influencent les stratégies, ils redéfinissent les priorités. Et ça se voit. Depuis peu, le Burkina Faso mène ses propres offensives, selon ses propres règles. Fini le temps où il fallait attendre l'accord d'un pays étranger pour agir. Grâce aux nouvelles technologies et à des tactiques venues tout droit des manuels russes, les soldats burkinabés mènent des attaques précises, rapides et coordonnées. Des drones surveillent, des brouilleurs coupent les ondes ennemies et les embuscades font mouche. C'est une révolution silencieuse. Même les habits ont changé. Lors des défilés militaires à la télé, on voit maintenant des véhicules blindés russes, des chants venus de l'Est et un ton nouveau dans les discours. C'est clair pour tout le monde, le pays a changé de cap. Mais pourquoi Ibrahim Traoré veut-il une armée aussi différente ? Ce n'est pas juste une question de force. Il veut une armée solide, mais surtout unie, fidèle à une vision. Car il sait que le plus grand combat ne sera peut-être pas contre les terroristes, mais contre ceux qui refuseront de voir l'Afrique décider par elle-même. Pendant que les soldats s'entraînent, une autre bataille se joue dans l'ombre, et elle ne fait pas de bruit.
Car derrière cette transformation officielle, il y a quelque chose de plus discret. Un nom que personne ne prononce devant les caméras, mais que tout le monde murmure dans les couloirs du pouvoir, Wagner. Officiellement, Moscou dit qu'aucun mercenaire privé n'est envoyé au Burkina Faso. Mais sur le terrain, les signes sont trop clairs. Des convois qui ne préviennent jamais quand ils bougent. Des véhicules blindés sans drapeau. Des hommes blancs qui ne parlent pas français, mais qui commandent. Ils ne portent pas d'uniforme, ils ne donnent pas d'interview. Mais ils sont là, et leur pouvoir est grand. Quand Prigojine, le chef le plus connu du groupe Wagner, est mort en 2024, beaucoup ont cru que tout s'arrêterait. À la télévision, les experts disaient « Wagner, c'est fini ». Mais dans la vraie vie, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Le nom Wagner a peut-être disparu des gros titres, mais les hommes, eux, sont restés. Plus discrets, plus organisés et mieux intégrés. Aujourd'hui, ils ne portent plus de tenue de combat tachée de poussière. Ils portent des chemises, parlent stratégie et travaillent directement avec les gouvernements sous une étiquette officielle. Coopération militaire technique. Au Burkina Faso, leur mission est bien plus large que tirer sur des ennemis. Ils participent à redessiner l'ossature même de l'État. Ils aident à sécuriser les frontières, à surveiller les communications, à protéger les richesses naturelles et même, plus discrètement, à veiller à la stabilité politique du pouvoir en place. Ce ne sont pas des soldats classiques, ce sont des opérateurs spécialisés, parfois silencieux, mais redoutablement efficaces. Leur présence ne fait pas de bruit, mais leur influence s'infiltre partout. L'un de leurs rôles clés, garder les sites où l'on extrait l'or et le phosphate. Avant, ces zones étaient parfois infiltrées par des bandits ou exploitées en douce par des réseaux étrangers. Maintenant, elles sont sous surveillance. Et en échange de cette sécurité, la Russie obtient un accès direct à certaines concessions minières, sans passer par les lourdes règles de transparence imposées par le FMI. Mais la mission ne s'arrête pas là. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont signalé, sans preuve officielle, que des voix critiques du régime avaient disparu. Des militants, des leaders communautaires. Le point commun ? Tous étaient actifs dans des régions où Wagner serait présent. Pas d'annonce, pas d'enquête, pas de scandale. Juste un vide. Et ce vide envoie d'un message. Le nouvel ordre ne tolère pas le désordre. Mais peut-être que le rôle le plus puissant de ces hommes, ce n'est pas sur le terrain, c'est dans les têtes. Rien que leur présence change les règles du jeu. Autrefois, la France ou les États-Unis pouvaient penser à intervenir s'ils voyaient de quelque chose d'inhabituel. Aujourd'hui, ils réfléchissent à deux fois. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que derrière les uniformes burkinabés, il y a une force officieuse, invisible, mais prête à agir. Une force qui ne respecte pas les règles classiques. Une force qui, dans d'autres pays comme la Syrie ou la Libye, a déjà montré qu'elle pouvait gagner sans suivre les manuels. Même les services de renseignement français auraient, selon certaines fuites, suspendu des opérations d'observation dans le nord du Burkina, par peur de ce qu'ils pourraient déclencher sans le vouloir. Et ce recul n'est pas un oubli, c'est un choix. Un aveu silencieux que, désormais, ce ne sont plus eux qui fixent les limites. Et Wagner ne s'arrête pas à la sécurité. Ils touchent aussi aux réseaux de communication, aux analyses de crise politique. Et selon certaines sources régionales, ils auraient même commencé à tracer les premières lignes d'une cyberstratégie pour le pays. Aujourd'hui, contrôler un pays ne passe plus seulement par les fusils ou les chars. Le vrai pouvoir, il est aussi dans les données. Et c'est là que la Russie entre en scène, une fois encore, mais cette fois par le ciel. Pendant que les soldats s'entraînent au sol et que des hommes de l'ombre veillent discrètement sur la stabilité, un autre chantier invisible est en train de changer l'équilibre du Burkina Faso. Ce chantier, il est au-dessus de nos têtes, là-haut, dans l'espace. Grâce à un accord spécial signé en toute discrétion avec Moscou, le Burkina Faso s'est connecté à un nouveau système de surveillance par satellite. Et pas tout seul, ce projet est porté par l'Alliance des États du Sahel, une sorte de famille régionale où chacun protège l'autre. Avant, si le Burkina voulait surveiller ses frontières depuis le ciel, il devait demander gentiment des images à d'autres pays comme la France, ou se contenter de cartes floues et trop anciennes. Maintenant, c'est fini. Avec ce nouveau partenariat, Ouagadougou a accès à des images nettes, rapides et surtout, sans filtre. Le pays peut voir en direct ce qui se passe dans ces déserts, ces villages isolés ou même ces sites miniers stratégiques. Et ce n'est pas tout. Les satellites russes ne sont pas juste des caméras géantes.
Ce sont des sentinelles high-tech. Ils peuvent capter la chaleur humaine dans l'obscurité, écouter les ondes radio des groupes armés et transmettre des messages cryptés directement à l'état-major. Imagine, une patrouille remarque une activité étrange près d'une mine d'or. Avant, il fallait du temps pour confirmer, organiser et réagir. Maintenant, une alerte automatique prévient les soldats en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle le géofencing, une sorte de clôture invisible qui dit « Quelqu'un est entré là où il ne devrait pas ». En un clic, les forces peuvent voir, comprendre et agir. Cette nouvelle puissance n'est pas seulement militaire, elle est géographique. Le Burkina peut enfin connaître son territoire dans les moindres détails. Qui bouge, où, quand, comment. Fini les angles morts. Fini les zones abandonnées aux trafiquants ou aux rebelles. Ce ciel, autrefois silencieux, devient maintenant une armure numérique. Et ce n'est que le début, car une fois qu'on voit tout, on peut tout protéger. Au Burkina Faso, chaque alerte, chaque mouvement suspect, chaque conversation étrange qui traverse les ondes, tout passe maintenant par un nouveau centre de commandement. Et ce centre, il n'est plus branché sur les vieux câbles français. Il est relié à des antennes, des serveurs et des logiciels venus tout droit de Russie. Mais ce n'est pas réservé aux militaires. Cette nouvelle infrastructure, silencieusement construite avec l'aide d'ingénieurs russes et de techniciens burkinabais, commence aussi à toucher la vie des civils. Des radios locales au service d'urgence, en passant par l'idée d'un Internet national plus sécurisé, une transformation s'opère. Oui, tu as bien lu, un Internet par satellite, indépendant des grandes firmes américaines ou européennes. Un réseau qui protège les données, limite les piratages étrangers et donne au pays une vraie souveraineté numérique. Ce n'est plus seulement une question de technologie, c'est une question de liberté. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce qu'aujourd'hui, gagner une guerre ne se résume pas à tirer plus fort. Il faut voir en premier, réagir plus vite, comprendre avant les autres. Celui qui contrôle l'information contrôle le terrain. Et dans ce domaine, le Burkina Faso vient de faire un saut gigantesque. Ce changement a surpris beaucoup de monde. Dans les pays voisins, certains gouvernements ont commencé à se poser des questions. Est-ce que le Burkina regarde ce qu'ils font ? Est-ce qu'il surveille les camions militaires qui approchent de ses frontières ? Est-ce qu'il capte ce qui se dit dans certaines ambassades ? Personne ne sait. Et c'est justement ça qui les inquiète. Car dans ce nouveau jeu, ce n'est plus le Burkina Faso qu'on surveille. C'est lui qui observe. Et cela change tout. Ce n'est pas juste un avantage stratégique. C'est une révolution silencieuse dans le pouvoir. Le président Traoré possède désormais un outil rare en Afrique. La capacité de prévoir les dangers, de protéger les richesses du pays et même de repérer les menaces avant qu'elles ne prennent forme. Et dans l'ombre de tout cela, un allié discret veille à ses côtés. La Russie. La Russie n'a rien à prouver au Burkina Faso. Elle n'a pas de passé colonial à faire oublier, pas de fausses promesses cachées dans un accord d'aide humanitaire. Ce qu'elle offre, c'est un partenariat brut, sans maquillage. Et dans les yeux du capitaine Traoré, c'est exactement ce qu'il faut pour bâtir un vrai pays souverain. Parce qu'un pays, ce n'est pas juste un drapeau et une armée. Ce n'est pas seulement des satellites qui regardent le ciel ou des radars qui surveillent les frontières. Un pays souverain, c'est un pays qui peut nourrir son peuple et se développer avec ses propres forces. Traoré l'a compris, et apparemment Poutine aussi. Pendant que les drones arrivent, pendant que les outils de surveillance orbitent au-dessus de nos têtes, quelque chose de bien plus profond est en train de germer. Dans les champs, loin des micros, loin des caméras, une autre révolution commence. Une révolution sans slogan ni discours. C'est la terre qui change. Depuis des années, le Burkina Faso cultivait du coton pour l'envoyer à l'étranger. Et en retour, il devait acheter du riz, du blé, de l'huile, des produits de base, souvent hors de prix. Un paradoxe douloureux, un pays fertile, mais dépendant pour se nourrir. Une terre riche, mais un ventre vide. Aujourd'hui, tout cela est en train de basculer. Depuis l'accord discret de Moscou, des cargaisons venues de Russie débarquent. Des semences robustes, des engrais puissants, des outils d'irrigation plus modernes. Mais ce n'est pas de la charité, c'est un échange, un plan de travail. Des experts agricoles russes sont venus non pour donner des ordres, mais pour creuser avec les agriculteurs burkinabais, pour poser des systèmes d'eau
étudier les sols, construire une chaîne alimentaire solide, de A à Z. Le but ? Que d'ici 2 ans, le Burkina Faso devienne capable non seulement de nourrir toute sa population, mais même d'exporter ses tomates, son riz, ses oignons. Oui, exporter. Pas seulement du coton, pas seulement de l'or, mais des produits qui remplissent les assiettes. Près des rivières Mouhoun et Komoyé, des fermes pilotes sont déjà à l'œuvre. Et les premiers résultats font parler dans les villages. C'est un autre genre de pouvoir qui s'installe. Pas celui des armes, celui des récoltes. Et c'est peut-être le plus durable de tous. Dans le cadre du plan plus large, la Russie a offert un soutien technique pour aider le Burkina Faso à développer son secteur agro-industriel. Cela signifie non seulement cultiver des aliments, mais aussi les emballer, les mettre en conserve et les exporter à travers le Sahel. Déjà, des coopératives soutenues par l'État ont commencé à se former autour de ce modèle, donnant aux jeunes travailleurs burkinabés quelque chose que la vieille économie n'a jamais fait, une raison de rester, de construire et de profiter. Mais les ambitions de Traoré ne s'arrêtent pas dans l'agriculture. L'or, la ressource la plus convoitée du Burkina Faso, a longtemps été extrait, exporté et exploité par des entreprises étrangères dont la plupart n'ont payé que des sommes dérisoires en impôts et ont laissé derrière elles des terres empoisonnées et des promesses non tenues. Aujourd'hui, la Russie a proposé un modèle différent. Affinez-le ici, taxez-le ici, stockez-le ici. Un nouveau projet de raffinerie soutenu par des ingénieurs russes dans la capitale du Burkina Faso est déjà en discussion afin d'éviter que les richesses souterraines ne soient sorties clandestinement du pays avant qu'elles ne profitent à celui-ci. Ce que cela signifie est profond. Pour la première fois, le Burkina Faso n'exporterait pas d'or brut, mais des lingots raffinés, estampillés et enregistrés par son autorité financière. Ce faisant, Traoré briserait la chaîne de dépendance qui a maintenu le Burkina Faso pauvre malgré ses richesses. Le commerce évolue également. Depuis la réunion de mai 2025, de nouveaux accords de transport et des corridors commerciaux bilatéraux sont négociés en secret. Des entreprises russes investissent dans la logistique, les infrastructures ferroviaires et les télécommunications, offrant une alternative aux voies d'approvisionnement et aux câbles Internet appartenant à des entreprises françaises qui ont longtemps servi de levier de soft power. Même l'éducation est remodelée pour alimenter ce moteur économique. Des bourses et des programmes de formation professionnelle sont proposés dans les instituts techniques russes aux ingénieurs, codeurs et spécialistes de l'agro-industrie burkinabès, non seulement pour apprendre, mais aussi pour revenir et construire. Il ne s'agit pas de fuite de cerveau, mais de rechargement de cerveau. Et contrairement aux modèles d'aide occidentales qui ont tendance à inonder les pays en développement de prêts rapides et de conditions impossibles, les accords de la Russie offrent quelque chose de différent. Des contrats mutuellement bénéfiques. Vous produisez, nous achetons, vous hébergez, nous construisons, vous gagnez, nous restons. Il en ressort une vision de la souveraineté économique qui ne repose pas sur l'exportation de personnes, la dépendance aux donateurs ou la mendicité pour obtenir le pardon à chaque cycle budgétaire. C'est un modèle où le Burkina Faso se nourrit, se ravitaille et finance son avenir. Mais tout cela peut-il durer sans protection politique ? Qui protège Traoré pendant qu'il bouscule toutes les anciennes règles et en écrit de nouvelles ? Qui ose encore lui dire non ? Aujourd'hui, quelque chose d'énorme est en train de se passer au Burkina Faso. Et ce n'est pas seulement à cause des fusils, des satellites ou des graines. Non, c'est plus profond que ça. C'est tout un monde qui change. Les grandes puissances qui autrefois donnèrent des ordres sont maintenant en train de regarder, sans pouvoir rien faire. La France, par exemple, était pendant longtemps comme un chef dans l'ombre. Elle aidait à diriger, à contrôler, à influencer. Le Burkina Faso était coincé dans cette vieille relation, un peu comme un petit frère obligé de toujours demander la permission. Mais aujourd'hui, ce temps-là est terminé. Quand Traoré est rentré de Moscou, il ne portait pas seulement des nouveaux uniformes ou des nouveaux drapeaux. Il portait une nouvelle vision. Et cette vision a renversé toute la table. Et devine quoi ? Les anciens maîtres du jeu n'ont plus de cartes à jouer. Il n'y a plus de grandes menaces, plus de grosses colères dans les journaux des capitales occidentales. Juste un silence gênant. Un silence qui dit tout. Ils ont perdu la partie. Ils ne savent plus quoi faire. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso que ça bouge. Regarde autour, le Mali, le Niger, même le Tchad maintenant. Tous suivent le même chemin. Ils disent non aux bases étrangères, non aux prêts avec conditions,
non aux ambassades qui veulent commander à distance. Ils disent oui à leur propre voix, oui à leurs ressources, oui à l'Afrique qui décide. Et pendant que l'Occident hésite, balance des communiqués vagues ou des sanctions qui n'effrayent plus personne, quelque chose de plus sérieux se passe dans les coulisses. Les diplomates occidentaux courent dans tous les sens. Ils essaient de joindre des ministres secondaires. Ils cherchent à comprendre ce qui leur échappe. Les espions des grandes puissances revoient leurs cartes et se disent « Mais le Burkina Faso n'obéit plus comme avant ». Les grandes banques ont peur, très peur, parce qu'elles entendent parler d'une nouvelle monnaie, d'accords qui ne passent plus par le dollar, de liens économiques qui se tissent directement entre pays africains et la Russie ou la Chine. Et soudain, les armes habituelles de pression, bloquer des visas, couper des prêts, imposer des embargos, ne fonctionnent plus. C'est comme si Traoré avait changé les règles du jeu. Et personne, dans les anciens cercles de pouvoir, ne trouve le nouveau mode d'emploi. Traoré n'attend plus que Bruxelles lui fasse un clin d'œil ou que Washington lui donne son feu vert. Ce qu'il attend, il le reçoit directement de là où les routes ne passent plus par l'Europe. Des camions débarquent de Moscou, des logiciels arrivent de Minsk et bientôt peut-être une monnaie toute neuve pensée avec Pékin. Mais ce n'est pas ça qui fait vraiment peur à l'Occident. Ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les caméras thermiques ni les satellites. Ce n'est même pas l'alliance militaire ou les mines sécurisées. Ce qui leur fait trembler les mains sur les rapports d'analyse, c'est autre chose. C'est l'enthousiasme du peuple. Les foules dans les rues qui brandissent des pancartes AES. Les jeunes qui crient « souveraineté » comme s'ils criaient « victoire ». Les mères de famille qui chantent pour la liberté. Les élèves qui parlent d'un avenir qui ne passe plus par Paris. C'est ça qu'ils ne peuvent pas arrêter. Un président populaire, une jeunesse éveillée, une nation debout. Et ce n'est pas qu'un simple changement de chef. C'est le scénario entier qui s'effondre. Le vieux scénario où l'Afrique devait toujours demander la permission, suivre les conseils, rester derrière dans la photo. Et puis vient le moment qui change tout. Quand Traoré, un jeune capitaine du Burkina Faso, s'envole sans peur dans un ciel surveillé pour se tenir aux côtés de Vladimir Poutine. Il n'y va pas pour demander, il y va pour discuter d'égal à égal. Et là, un nouveau message est lancé. Pas avec des mots, mais avec des images que toute une génération regarde. Les enfants, les étudiants, les paysans, tous voient que la scène. Un Africain qui ne baisse pas les yeux. Ce jour-là, ce n'est pas juste une visite, c'est une page qui se tourne. Parce que maintenant, pendant que le Burkina Faso construit ses fermes, équipe ses soldats et surveille son ciel, les puissances d'hier regardent, muettes. Elles ne comprennent plus ce qui se passe. Elles observent, elles étudient, elles espèrent que ce n'est qu'un feu de paille. Mais au fond, elles le sentent. Quelque chose leur a échappé. Et si c'est juste une poignée de main à Moscou qui a déclenché tout ça, alors que va-t-il se passer quand 10, 20, 30 autres pays feront le même geste ? L'Empire ne s'est peut-être pas encore effondré, mais son costume est déchiré. Et tout le monde voit que le roi n'a plus de couronne. Penses-tu que Traoré a fait le bon choix en tournant le dos à l'Occident ? Crois-tu qu'il pourra résister aux pressions et aux attaques ? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux d'autres histoires vraies, fortes et oubliées sur la culture noire, l'histoire cachée, la grandeur passée et future de l'Afrique, alors abonne-toi. Appuie sur la cloche, partage et reste avec nous.